Allez, on va inviter tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui nous rejoignent. On va parler de Blake Griffin qui arrive à Brooklyn. C'est officiel, ça y est. Les Nets ont signé Blake Griffin. On va avoir beaucoup d'invités, pas mal de monde aujourd'hui. On va inviter tout le monde. Apparemment, depuis, on peut inviter pas mal de... On peut inviter jusqu'à 4 personnes maintenant sur les lives. Du coup, on vous a prévu un beau programme pour parler de Blake Griffin aux Nets. On va aller chercher nos petits invités. Est-ce qu'ils sont là? Bam, bam, bam. Allez. Le premier qui nous rejoint, il est là. On invite tout le monde. Tu vas bien? Et mon Valentin, comment tu vas? Bien et toi? Très bien, très bien, très bien. Ça fait plaisir de t'avoir. C'est une première pour toi dans les lives de Time Out. C'est cool. Exactement. Moi, je suis passé à l'époque du podcast. C'est vrai, c'est vrai. C'était une histoire de trade encore et un départ après qui t'avait pas laissé de marbre. On va pas reparler de ça. Ne disons rien. Ne disons rien. Alors, normalement, on devrait avoir Théo qui devrait nous rejoindre aussi. Alors, Théo est dans le coin. Jonathan qui est là aussi. Allez, cool. Alors. Et Théo aussi. Parfait. Ça va? Parfait. Et Théo. Salut Jonathan. Salut, vous allez bien? Eh ben, très bien. Écoute, ça fait plaisir aussi de t'avoir. Ouais. Et le dernier, il est là. Théo, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends. Attends, j'arrive, je me pose et on est bon. Bon, messieurs, ça me fait plaisir de vous avoir. C'est cool. Puis, Ouais, carrément. Un live à 4. Dites-nous si vous nous entendez bien, vous, chez vous, si jamais ça déconne pas trop, etc. On est là pour parler de Blake Griffin qui vient d'arriver au Nets, c'est officiel. Ça a été annoncé par Woj hier et Shamsi hier, officialisé par la franchise là, il y a quelques minutes. On va en parler, c'est un petit événement encore dans la NBA. Pourquoi je vous ai invité? Alors Théo, parce que tu es notre cher chroniqueur, notre cher expert, en plus tu aimes bien faire les lives avec nous. Valentin qui représente la franchise de Détroit, parce que voilà, on voulait l'avis quand même d'un fan et d'un expert de Détroit pour nous parler aussi de Blake Griffin. Et puis Jonathan, qui anime aussi son podcast Les GM. En plus, là, on est parfaitement dans le thème. Voilà, on est sur, on est sur le mode GM de Sean Marks, donc on en parlera aussi avec toi. Et puis, bien évidemment, tu es fan de Brooklyn. Voilà, donc ça nous fera aussi un petit avis de fan de Nets. Je voulais commencer par toi, Théo. Dites-nous déjà sur le live si vous avez des questions. N'hésitez pas, on va essayer d'y répondre un maximum. Messieurs, on va revenir dans un premier temps sur le contrat de Blake Griffin, etc., comment ça s'est passé. Ensuite, je viendrai vers toi, Valentin, pour avoir ton avis en tant que fan des Pistons, puisqu'on sait que Blake Griffin vient de partir de Détroit. On parlera aussi avec Joe de tout ce que ça implique pour les Nets et de l'avis général d'un fan des Nets de cette arrivée et voilà, puis on débattra de tout ça. Voilà, déjà, alors peut-être dans un premier temps, Jo, je vais te poser la question. La première réaction à chaud en tant que fan des Nets, tu vois Blake Griffin arriver, t'es content, pas content? Oui, pour le coup, c'est quand même un sacré coup, surtout à ce tarif-là. On a vu qu'il allait signer pour jusqu'à la fin de la saison pour 1 200 000 $. C'est-à-dire que il reste encore la mid-level exception pour les Nets, pour aller chercher un 5.
tu te dis que quand même, alors j'ai entendu beaucoup de critiques hein, sur Sean Marks après le trade sur James Harden, et tu es bien placé, Yodim, pour le savoir. Mais, euh, mais force est de constater que quand même, depuis son arrivée et le travail qu'il fait, il nous a quand même monté là une équipe qui est absolument incroyable, quoi. S'il y a 4 ans, on nous avait dit que les Nets auraient dans leur effectif Blake Griffin, alors bon, c'est plus le même Blake Griffin, mais en sortie de banc, je pense que ça peut être un très bon apport. James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Jeff Green et consorts et consorts. Voilà, donc là, on a l'impression que on arrive à la trade deadline et c'est une espèce de course à l'armement des grosses franchises et les Nets ont frappé quand même un gros coup avec l'arrivée de Blake Griffin dans leur rang, quoi. Et niveau hype, tu l'as dit, Brooklyn, c'est très, 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 très fort ce qu'ils font depuis quelques saisons. Bah, déjà, depuis l'arrivée de Kevin Durant et Kyrie Irving, et DeAndre Jordan aussi à l'époque. Voilà, en tout cas, niveau hype, Brooklyn, c'est pas mal. Théo, on nous a quand même pas mal parlé de son contrat, du fait justement que comment Brooklyn pouvait se permettre de le prendre, etc. Tout le monde ne comprenait pas comment un tel joueur pouvait arriver à Brooklyn. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu mieux d'un point de vue contractuel tout ce qui se passe? On répondra à vos questions après. Je vois qu'il y a des questions de End of Ball et de Ghislain aussi. Théo, du coup, au niveau contractuel, comment ça se passe un petit peu pour les Nets et pour Griffin? Ouais, alors en fait, Griffin, quand il est arrivé aux Pistons, du coup, il lui restait encore quelques années de contrat sur une prolongation au Supermax qu'il avait signé lorsqu'il était encore chez les Clippers. Sur cette prolongation, il restait encore 2 ans en comptant l'année actuelle. Il restait encore 2 ans de contrat, donc il restait l'année finissante là et l'année prochaine. Il était à peu près à 36 millions et demi cette saison et il était censé toucher pratiquement 39 millions la saison prochaine. Sauf que dans le buyout qu'il a réalisé là avec les Pistons ont réussi à sauver 13 millions de dollars à peu près sur ces sommes, sur ces 2 années-là. Donc en fait, en termes de cap pour les Pistons, là il y a 32 millions cette saison qui sont considérés comme du dead cap, donc qui sont encore pour Blake Griffin. Et l'année prochaine, il y a pratiquement 30 millions de dead cap encore pour les Pistons. Au lieu de 39, bon, bah, c'est toujours 9 millions de sauvés. De toute façon, après, on a vu que côté Pistons, de toute façon, le projet, c'était une vraie reconstruction sans Blake Griffin. Ça avait déjà commencé avec le trade de Derrick Rose aux Knicks. Là, le départ de Blake Griffin, c'était une chose logique. Je pense que le nouveau GM des Pistons a appelé les 29 franchises pour voir ce qu'il pouvait récupérer. Il a compris qu'il n'en récupérait rien. Du coup, les négociations pour le buyout ont commencé et ont avancé vite. Voilà, Net, du coup, comme l'a très bien dit Joe, il signe pour 1,2 million de dollars, ce qui est une bouchée de pain pour un joueur comme Blake Griffin, malgré son côté injury prone et malgré le fait qu'il n'ait pas joué de manière régulière quand même depuis un moment. Mais on parle quand même d'un mec qui a réalisé une saison exceptionnelle la saison dernière, il y a 2 ans, pardon. Lors de son arrivée chez les Pistons, il avait été d'un très très haut niveau. Je pense que le Val pourra le confirmer. Et puis voilà, petite info quand même, il portera le numéro 2 du coup chez les Nets. Ça a été officialisé par, je crois que c'est le Shams qui l'a officialisé sur son compte Twitter en même temps que la franchise officialisée. Du coup, il portera le numéro 2. Voilà. Et tu fais bien de le mentionner. Alors, vite fait, avant de te passer la parole, Val, le CV de Blake Griffin, on est quand même, tu l'as dit, une boost pour lui, 1,2 million, c'est pas grand-chose. C'est 642 matchs NBA, 11 saisons dans la ligue, 21,4 points de moyenne. Il tourne à 50% au shoot, à 33,1% à 3 points, 70% au lancer franc. Et Blake Griffin, c'est surtout 6 fois All-Star, de 2011 à 2015 et en 2019. 5 fois dans les All-Team NBA. C'est un premier pick de draft en 2009. Blake Griffin, c'est pas rien. On sait qu'il y a eu des petits soucis physiques, notamment un petit peu à Los Angeles quand il est arrivé dans la ligue. À Détroit aussi, il se faisait un peu vieux. Toi, Val, tu as connu le Blake Griffin, l'autre version de Blake Griffin. Peut-être un peu moins dominateur, peut-être un peu moins resplendissant que dans ses belles années à Los Angeles. Comment t'accueilles, toi, son départ de la franchise? Bah écoute, son départ, il est logique et attendu. Forcément, à l'image de Derrick Rose, t'es plus ces 2 joueurs-là ne rentraient plus dans le projet de Troy Weaver, le nouveau general manager des Pistons. Comme on s'en doute tous, les Pistons entament une longue reconstruction basée sur la draft notamment. Et son départ est donc logique. Maintenant, moi, je l'ai tweeté plusieurs fois, c'est un joueur que j'adore, l'homme, j'aime aussi l'homme, parce que c'est un gars qui a été respectueux, qui a pas foutu la merde alors qu'il n'a pas du tout choisi d'aller à Détroit. Il a joué
pour ma part, du moins, on a déjà eu des débats avec les fans des Clippers, mais pour moi, sa saison 2019, je pense qu'il était au sommet de son art. Je pense qu'en termes de domination, c'était vraiment un Blake Griffin. On s'en rendait pas compte, mais c'est un mec qui voilà, il a mis son record en carrière sur la tête de Joel Embiid en prolongation à 50 points. Et c'est un mec surtout qui tournait quasiment à 40% à 3 points avec 7 ou 8 tentatives en 2019, soit plus que sur cette année-là, je veux dire plus que Kevin Durant en 2019. Hein. Il avait un meilleur ratio que Kevin Durant avec plus de tentatives. Donc voilà, sa saison 2019 est l'une des plus incroyables de l'histoire des Pistons. C'est l'un des meilleurs talents individuels passés par la franchise. Je pense que depuis Grant Hill à la fin des années 90, je pense qu'à Détroit, il n'y avait pas un talent individuel comme ça, quand on sait que les années 2000, c'était surtout du collectif. Donc là-dessus, je suis très content qu'il ait trouvé une porte de sortie pour lui. Sincèrement, j'espère qu'il va pouvoir aller chercher sa bague à Brooklyn parce qu'il le mérite vraiment. Maintenant, je l'ai tweeté et je me suis même pris une sauce hier soir là-dessus. C'est pas irrespectueux de le dire parce qu'il faut être honnête. Et Blake Griffin aujourd'hui, c'est un mec qui est vraiment au bout du bout physiquement. Parce que c'est un mec qui, l'année dernière, moi, on a eu des sources en France du Michigan qui nous disaient que Blake Griffin a pensé à la retraite l'année dernière parce que il était prêt à rompre son contrat avec Détroit pour prendre sa retraite parce que finalement ses problèmes au genou, ses douleurs, ils deviennent chroniques. Donc pour ceux qui ne le savent pas, chronique, ça veut dire que c'est quelque chose qui reste tout le temps en fait. C'est comme de l'arthrite, quoi. C'est des problèmes d'articulation et dans un monde idéal, Griffin devrait se faire presque opérer à la fin de chaque mois pour nettoyer les articulations. Donc voilà, c'est un mec qui est vraiment physiquement vraiment au bout du bout. Et je sais que certains m'ont dit à juste titre, et c'est logique que au niveau qu'il affiche cette année, il y a eu un manque de motivation parce que forcément Détroit ne veut pas les playoffs. Il est vrai. Maintenant, moi, à Détroit, sur les 10 dernières années, j'en ai eu des joueurs qui sont quittés complètement d'être à Détroit, ça vous voyez. Et pour moi, il a tellement été toujours professionnel et c'est tellement un mec motivé de nature et un gagnant de nature, Griffin. Moi, j'ai pas eu cette sensation. Moi, j'avais la sensation que t'es un mec qui n'arrive plus à courir, qui n'arrive plus à suivre le rythme. Un mec il est obligé de jouer presque de manière statique en attaque. Tu lui passes la balle au poste. Il sert un peu de tour jumelle pour, on va dire, huiler un peu le collectif. Il a un shoot qui devient de plus en plus irrégulier. Donc, à voir si ça revient. Défensivement, ça a jamais été un bon défenseur et physiquement, forcément, il peut plus suivre le rythme et ça a jamais été un rebondeur d'élite. Donc maintenant, moi, je me questionne surtout sur quel statut il aura à Brooklyn par rapport au peu de force qui lui reste parce que le basket, il est encore là, la gestion du ballon, c'est encore là. Maintenant, à voir sur 15-20 minutes ce que ça donne, sur 10 minutes ce que ça donne. Mais une chose est sûre en conclusion, moi, je suis très content pour Blake Griffin qu'il ait trouvé une porte de sortie chez un candidat au titre. Et le choix de Brooklyn est totalement logique parce que forcément, c'est presque pas un risque. Il n'y a pas de risque là-dedans. Tu payes un mec 1 million qui a un talent évident parce que le talent, comme je l'ai dit, pour moi, ne meurt jamais. Le talent est lié maintenant. Il va falloir, je pense, assurer un load management et le laisser au repos, à mon avis, cette saison à plusieurs reprises pour maximiser à fond son talent pendant les playoffs. Donc, c'est un bon coup pour Brooklyn. Mais je pense qu'il y a beaucoup de fans de Brooklyn qui vont être étonnés du Griffin qu'ils vont recevoir. J'ai l'impression que beaucoup pensent que c'est le Griffin de 2019 ou le Griffin des Clippers. Et une chose est sûre, non, c'est pas le même, quoi. Justement, j'entends tout ce que tu dis et je comprends ce que tu dis. Val, Jo, toi, t'en penses quoi à quelle version qu'est-ce que tu t'attends de Blake Griffin là, il a, je le rappelle, 31 ans. À quoi tu t'attends pour Blake Griffin? Comment tu vois, toi, son rôle? Qu'est-ce que tu attends de lui, là? Moi, j'attends franchement un leader du second unit. J'attends pas un mec titulaire, j'attends pas un mec qui va faire une demi-heure. Moi, comme l'a dit Val et il l'a très bien dit, je pense qu'effectivement, c'est plus le Blake Griffin de 2019. C'est un autre Blake Griffin qui a perdu, certes, une partie de ses qualités physiques, mais en même temps, c'est ce qu'on disait tous aussi de Derrick Rose à l'époque lorsqu'il était aux Cavs et on disait qu'il était mort pour le basket et finalement on se retrouve quand même c'est quand même un joueur de basket aujourd'hui, un très bon joueur de basket. Alors chaque cas est différent donc on verra dans un autre environnement pour Blake Griffin, mais ce qui est sûr c'est que moi je le vois effectivement dans le second unit apporter son expérience, parce que c'est quand même un scoreur. Là cette saison il y a un match avec les Lakers où je crois qu'il a plus de 20 points, il a 23 points, 6 rebonds. Donc,
il n'a pas perdu ses qualités de basketteur, hein, c'est quand même un très bon basketteur. Et je pense qu'en sortie de banc, s'il arrive à régulièrement à faire, je sais pas, du 15-5-5 ou du 13-5-5, bah, ça peut toujours être une sacrée plus-value pour les Nets, quoi. Et une nouvelle force offensive. Après, défensivement, c'est sûr que c'est pas le meilleur défenseur et les Nets, bon, de toute façon, on a compris que eux, ce qui compte, c'est de gagner les matchs 258 à 220. Ça, on a compris, ça va être leur philosophie de jeu. Mais bon, c'est une nouvelle grosse arme offensive et un mec d'expérience aussi dans un vestiaire. Ça va pas faire de mal pour cette équipe, quoi. T'en penses quoi, toi, Théo, de la version de Blake Griffin et surtout qu'est-ce que tu espères de lui à Brooklyn? Est-ce que, pareil, tu le vois sur un meneur de seconde minute? Est-ce que tu le vois sur plus un coup marketing qu'autre chose? Comment tu le vois, toi, Théo? Je trouve que c'est très très dur de résumer ça à un coup marketing, puisque ça reste, comme l'ont très bien dit Joël Eval, un très très bon basketteur. Ça reste un numéro 1 de draft qui avait jamais volé cette position-là, qui a le talent d'un numéro 1 de draft, qui a le talent d'un mec qui a signé un contrat Supermax. C'est ce joueur-là. Moi, je pense qu'il va fluidifier le jeu, parce que c'est un mec qui, techniquement et en termes de QI basket, est quand même, enfin, sur sa saison aux Pistons en 2019, on a vu qu'il était capable aussi de créer pour les autres, capable de fluidifier le jeu, de faire la passe au bon moment, au bon endroit. Et je pense qu'il va beaucoup apporter aussi à ces Nets-là comme ça. Et puis, ouais, je pense qu'il faut qu'il sorte du banc de toute façon. Je pense que la doublette Joe Harris, Kevin Durant sur les ailes marche très bien pour l'instant à Brooklyn. Joe Harris aide vraiment les trois stars à maximiser leur potentiel de rester dans le corner et de se mettre à 3 points. Et ça aide le plus possible Durant, Harden et Irving. Donc je pense que Griffin en seconde unité, c'est très bien, à 20 minutes par match pour pas trop le fatiguer et faciliter en fait tout ça. Parce que c'est un facilitateur de jeu, Blake Griffin. Et après, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, je sais pas ce que tu en penses, Joe, mais quand Durant est souvent blessé en ce moment, Kyrie Irving a loupé aussi quelques matchs. On l'a vu souvent, bah, du coup maintenant c'est James Harden qui s'occupe qui est dépositaire du jeu à Brooklyn et d'ailleurs c'est le meilleur passeur de la ligue donc tant mieux. Mais derrière, il y a plus Dinwiddie. Quand Durant n'est pas là, au final, on se retrouve sans réelle solution enfin, sans réel créateur offensif, sans réel gestionnaire un petit peu, sans réelle expérience sur le banc. TLC, c'est sympa, mais ça fait pas le taf là-dessus. Joe Harris, c'est pas son rôle non plus. Bruce Brown, on se rend compte, on en parlera Val un peu, mais que c'est un meneur qui joue pivot à Brooklyn. Il manquait peut-être un peu ce côté-là, ce profil-là. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Jonathan, mais ça peut être, tu l'as dit, une bonne chose en seconde unité pour gérer les ardeurs un petit peu et contrôler un petit peu ce tempo derrière James Harden qui le fait d'ailleurs très bien. Complètement. Et moi, je pense que même, je pense qu'aujourd'hui, les Nets, on sait très bien, on le voit quand même au vu de la première partie de la saison, on sait très bien que bon, bah, ça fait partie des deux, trois meilleures équipes de l'Est et fait partie des quatre meilleures équipes de la NBA, quatre, cinq meilleures équipes de la NBA. Donc, c'est clair qu'on va les voir en demi-finale, voire en finale de conférence, minimum. Et pour ça, en fait, il faut avoir les meilleures armes possibles, que ce soit sur le terrain ou en dehors, au cas où il peut avoir une blessure, ou même dans un match où peut-être, on n'en sait rien, Durant sera peut-être un peu en dedans, et ben finalement, en sortie de banc, tu as tout de suite Blake Griffin. T'as l'impression que pour les défenseurs en face, il y aura jamais de pause, quoi. Avec les Nets, quand tu affronteras les Nets, tu n'auras jamais de pause. Tu tomberas toujours sur Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden, Blake Griffin, Joe Harris. Donc c'est-à-dire que c'est ce qu'ils disent aux États-Unis et ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on parlait des Nets, c'est qu'on dit, et on parlait à juste titre, hein, peut-être que leur défense, il manquait la défense, mais offensivement, c'est-à-dire que potentiellement, il va falloir que ce soit quoi, le quatrième ou le cinquième meilleur défenseur de l'équipe en face qui va devoir défendre sur Blake Griffin. Un quatrième ou cinquième meilleur défenseur, ça n'a jamais été un défenseur d'élite. Donc quoi qu'il arrive, ces joueurs-là vont avoir de sacrées possibilités parce qu'en face, tu auras Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving et Joe Harris. Donc, Blake Griffin honnête, ça reste, je pense, un très très bon coup, un risque qui est minimum parce qu'il signe juste jusqu'à la fin de la saison pour 1,5 million. Comme j'ai dit au début, ils ont encore leur mid-level exception pour aller chercher un gros 5 et qui peut en plus amener cette défense. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est un sacré coup de Sean Marks, quoi. Un coup, mais minime pour les playoffs. Ça va pas mal bouger, tu l'as dit. Petite question là qu'on nous pose, Dr. Lulvantin qui nous demande, pensez-vous que Griffin sera dans le starting five lors des playoffs ou impossible? Théo, Val, on est d'accord que ça semble compromis.
Moi, j'y Ouais, crois. Moi, j'y crois pas. Quand ils sont tous là, il sera en seconde unit. À la limite, en saison régulière, quand KD sera l'autre manager ou quand là, actuellement, il est blessé, peut-être qu'il jouera quelques matchs s'il est bien revenu titulaire. Mais en playoff, quand tout le monde sera là, il sera sur le banc. Bah, c'est surtout que, comme je l'ai dit, moi, physiquement, avec déjà le rythme de la saison régulière, déjà dans une équipe aussi nulle que Détroit, il a du mal. Alors en playoff, dans des matchs très serrés avec un rythme constant, je vois pas comment il peut être titulaire. Maintenant, j'espère me tromper, parce que hier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors j'espère donc que toute mon analyse tombera à l'eau, mais c'est vrai que par rapport à moi, c'est comme je disais, moi, Joe, il l'a bien dit, c'est quoi qu'il arrive du côté de Brooklyn, il n'y a rien à dire. C'est un très bon coup, évidemment. Tu as un Blake Griffin à 1 million, évidemment que c'est un bon coup. Surtout, ben, avoir le luxe d'avoir un Blake Griffin en 7e ou 8e homme, évidemment que c'est un coup incroyable. Maintenant, moi, depuis hier soir, que j'essaie on va dire, un petit peu désamorcer auprès des fans des Nets, c'est il faut pas s'attendre au Blake Griffin de 2019. Encore une fois, si finalement physiquement il tient, il redevient un joueur qu'il était. Alors bravo à Buffon, c'est incroyable et je serais très content pour lui et très content de m'être trompé. Maintenant, le spécialiste de la médecine qu'il a vu à Los Angeles cet été, plus les médecins de Détroit, ils sont vraiment pas du tout optimistes quant au futur de Blake Griffin. Moi, c'est juste la statistique. Maintenant, Brooklyn, bravo à eux, c'est un très bon coup et c'est forcément un renfort, forcément. Ouais, mais dans le fond, quand les Nets vont chercher Blake Griffin, ils vont pas chercher Blake Griffin de 2019. Ils vont le chercher Ah, un bien mec en sûr, bien sûr. sortie de banc qui va, je te dis, marquer sa dizaine, quinzaine de points, va faire ses 5-6 rebonds, ses 5-6 passes. Et dans le fond, en fait, ils ont pas besoin de plus, hein. Ils ont besoin juste d'un mec comme ça en sortie de banc, un peu une valeur sûre. Et Blake Griffin, bien qu'il soit plus celui de 2019, en 2021, je pense qu'il peut rendre largement ces services-là. Je pense, et j'espère, après, du moins, moi, les stats que tu me dis là, 15, 5, 5, à Détroit cette année, il a eu du mal à les atteindre, hein, sincèrement. Mais Hmm. pourtant, il a tous les ballons. Donc, encore aujourd'hui, on lui donnait tous les ballons. Et si d'ailleurs, à la fin, il a été, entre guillemets, mis à l'écart du groupe, c'est pour laisser Jeremy Grant avoir tous les ballons, parce que Griffin n'arrivait plus à. Il a fait des matchs enfin, atteindre 10 points cette année, c'était presque un miracle pour Griffin, hein, vraiment. Hein. Ouais. Donc, c'est pour ça, après, encore une fois, ce que toutes les personnes qui m'ont répondu hier soir, c'était en disant dans un autre contexte, dans un environnement de gagne, playoff, ça va jouer, c'est sûr, positivement pour Griffin. Et j'ai hâte de voir ça en tout cas parce que, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui mérite juste de manière, juste par son comportement à Détroit, il mérite d'aller chercher sa bague, quoi, clairement. Hmm. Petite question qu'on nous pose, Théo te pose la question aussi, vu que tu connais aussi. On nous demande, monsieur Munouzi, qui nous demande comment va se développer la défense collective selon vous. On sait que c'est un grand débat, souvent depuis le début de la saison à Brooklyn, niveau défense. On a une armada offensive assez incroyable, on le sait, mais c'est vrai que la défense est souvent pointée. Toi, comment tu vois cette organisation? Je rappelle là pour le Nets, on a du coup du James Harden, du Brown, du Johnson, du Dinwiddie qui est blessé, Kyrie Irving, Joe Harris, Landry Shamet, Kevin Durant et Timothy Loa-Cabarro qui sont là. Du coup, on a Blake Griffin qui est là, Jeff Green, Nicolas Claxton et DeAndre Jordan et Reggie Perry aussi. Il n'y a pas de très grand défenseur. KD il a été un bon défenseur, mais pas un très grand défenseur non plus. Et c'est tout. Comment tu vois peut-être Bruce Brown qui est plutôt pas mal dans ce rôle-là? On en parlera avec Val aussi. Mais sinon, ouais, comment tu vois s'organiser toi la défense du côté des Nets? Est-ce que ça avait vraiment un gros point faible, encore plus avec cette arrêté de Griffin? Bah, moi, je Euh, pense pas. Enfin, même, je dis en deux secondes parce que vraiment, j'ai regardé quasiment tous les matchs des Nets, bah, voir tous les matchs des Nets depuis le début de la saison. On se rend compte que juste et vous êtes bien placé pour le savoir, les Nets sont quasi invaincus contre les équipes qui ont plus de 50%. Donc, ça veut dire que c'est terrible, hein, et je pense que c'est terrible pour le sport en lui-même. Mais les Nets, ils ont vraiment ce switch mode. C'est-à-dire vraiment dans un gros match, ils se mettent en mode on. Et même défensivement, ils sont hyper solides. Et on l'a vu, ils ont battu 2 fois les Clippers, ils ont battu les Lakers, ils ont battu les Bucks, ils ont battu les Sixers, ils ont battu les Suns. Euh, c'est quand même, enfin, il force de constater que les Nets, c'est un groupe pas de champions, mais en tout cas de très très grands joueurs qui sont capables de se mettre au service du collectif et de la défense quand il faut. Donc, tout ce mythe que j'entends sur la défense, parce qu'effectivement, c'est pas une grande équipe défensive, mais sur leur série de 9 victoires sur les 10 derniers matchs, les Nets sur cette série-là sont, je crois, la 12e ou la 13e défense de la ligue.
Donc, en fait, c'est ça pour les Nets. C'est juste, de toute façon, on sait qu'ils vont être une attaque élite, quoi qu'il arrive. Ils vont être c'est la meilleure attaque. Ils vont être avec les Clippers. Ils vont être dans les 3 meilleures attaques. Ce qui compte pour eux, c'est d'être juste une défense moyenne, être dans les entre 10 et 15e. S'ils arrivent à avoir à être une défense moyenne plus et garder leur attaque, bah, ils seront injouables. Et force est de constater que c'est le cas puisqu'ils restent sur 9 victoires sur 10 derniers matchs avec ces stats-là. Donc, pour moi, c'est pas un problème. C'est un groupe de champions qui vont juste mettre le mode on pour les playoffs et ça va être compliqué de les sortir enfin, qu'ils subissent 4 défaites, quoi. Ça va être dur, hein, cette équipe, de concéder 4 défaites dans une série. C'est faux ce qu'il nous dit, ouais, qu'ils ont pris 140 points contre les Wiz et 2 fois 130 contre les Cavs. Et toi, Théo, t'en penses quoi de ce débat défensif du côté de Brooklyn? Pour moi, c'est un débat qui commencera vraiment dans 2 semaines, une fois que Sean Marks aura fini son travail et qu'il aura recruté un poste 5. Parce qu'on sait très bien que les Nets, ça va pas rester avec juste Claxton et Jordan dans la raquette. C'est possible d'ailleurs que Griffin et Jeff Green continuent à rendre service au poste 5, mais sur de très courtes séquences. Ils vont recruter un poste 5, un mec protecteur d'arceau au minimum. Donc, à voir ce qu'ils peuvent avoir dans la ligue. Mais ce débat-là existera à ce moment-là. Après, pour l'instant, vu l'état actuel des Nets, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent leur faire très mal. Mais comme l'a très bien dit Joe, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui est capable de défendre vraiment parfaitement cette équipe sur plusieurs matchs, sur une série de playoffs. Et ça va être très compliqué. Il y a peu d'équipes qui ont autant d'armes, notamment à l'Est. Honnêtement, le seul effectif que je pourrais voir à la limite qui pourrait vraiment déranger celui des Nets, c'est celui des Sixers par la grosse présence de Embiid dans la raquette qui est pratiquement indéfendable pour les Nets, si ce n'est indéfendable pour les Nets, et le fait que Ben Simmons, Danny Green, Matisse Thybulle soient des défenseurs quand même très solides, pour Simmons même élite, sur les postes extérieurs, ça reste très compliqué à défendre. C'est indéfendable les Nets aujourd'hui, donc oui, c'est facile à attaquer, mais de toute façon, le projet de Steve Nash et de Mike D'Antoni au coaching, c'est pas de serrer la vis en défense, hein. C'est de mettre juste plus de paniers que l'adversaire. Et à ce jeu-là, bah, ils ont James Harden, ils ont Kevin Durant, ils ont Kyrie Irving, donc à ce jeu-là, ils peuvent vraiment gagner facilement le match, hein. Justement, on nous demande la question qui tue un petit peu Pierre Elbrun, qui nous demande si c'est une des meilleures équipes depuis Golden State. On le sait, ça fait, du coup, j'ai calculé, on est sur du 33 sélections au All-Star avec Durant, Irving, Harden, Griffin, Jordan aussi, il y a du lourd. On a du Kevin Durant qui est deuxième à la draft en 2007. Kyrie Irving qui est premier en 2011, James Harden troisième en 2009 et Griffin premier du coup en 2009. D'ailleurs, vous savez qui est entre les deux, entre Griffin et Harden en 2009 à la draft ou pas? Non, vas-y. Achille Tabit. C'est Chabit, ouais. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Quentin, Val, toi, t'en penses quoi de cette question? Est-ce que pour toi, on est sur une des meilleures équipes depuis les Warriors, en tout cas en termes de talent pur? En termes de talent pur, oui, sur le papier en tout cas. Maintenant, moi, je rejoins un peu ce qui a été dit. Défensivement, oui, c'est sûr que quand tu regardes le papier, il n'y a pas de défenseur d'élite, mais il est vrai que voilà, le marché n'est pas terminé. La deadline, c'est 25. Il reste encore les 5 millions, là, la mid-level exception, quoi. Ouais. Donc maintenant, il faut voir ce que les Nets vont aller chercher. Je sais qu'il y a du PJ Tucker qui négocie un buyout. Il y a du Drummond aussi. Bon, Drummond, ça sécurise, on va dire, le cercle quand il veut, mais chez un candidat au titre, ça peut être pas mal, notamment au rebond. Maintenant, oui, il manque de la défense, au moins un vrai spécialiste. Maintenant, l'attaque, elle est tellement au-dessus. Enfin, au bout d'un moment, il y a tellement de talent, il y a tellement d'expérience, il y a des monstres du basket en fait. Il y a des joueurs qui ont les Kyrie et compagnie. Alors oui, Kyrie, c'est pas un expert de la défense, Harden non plus, mais c'est tellement des gagnants, c'est tellement des grands joueurs que sur une série de playoffs, quand il faut gagner, ils savent. Enfin, Harden, si tu lui dis défends 5 minutes et t'es champion, il va défendre 5 minutes. Faut pas croire, ça reste des joueurs de basket incroyables. Il y a de l'expérience. Il y a, comme tu l'as dit, c'est des grands joueurs qui savent avoir un impact. Donc maintenant, oui, ça va pas défendre en saison régulière. Maintenant, en playoff, sur une série entière, l'attaque est tellement au-dessus. Maintenant, la question que je me pose, moi, c'est, on dit que Brooklyn n'a pas de grosse défense, qui est, on va dire, plutôt vrai. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une défense, est-ce que même la meilleure défense de la ligue peut contrer cette attaque en fait? On va renverser la question. En fait. C'est ça le truc. Je pense que la mauvaise défense des Nets
peut faire un meilleur travail face à une bonne attaque que la meilleure défense face à l'attaque des Nets. Je sais pas si je suis assez précis. Ah, mais c'est Mais en gros, je parfait. pense que si tu retournes la question, Je suis assez d'accord. c'est juste que pour moi, leur attaque, elle est bien meilleure que n'importe quelle meilleure défense. Elle est bien plus impactante, en fait. C'est ça. Donc, tu peux rien faire face à ça. Bah, Surtout en playoff, parce qu'en plus, c'est des stars qui sont expérimentés. Et en 7 Il y a des matchs, mecs il qui faut ont aller les chercher, été... les Nets. Hein. Ouais, et puis Bah oui, il faut aller les chercher quand. Maintenant, voilà, la seule question, c'est que, fort heureusement, pour éviter le cheat code complet, il n'y a pas un Spoelstra ou un truc comme ça sur le banc, heureusement, parce que sinon, ça aurait été la merde encore plus. Mais faut voir ce que Kidd et D'Antoni vont faire en playoff, voilà. Parce que on sait qu'un mec comme Spoelstra, il peut te faire défendre n'importe qui, tu vois. Tellement que le coaching est incroyable. Voilà, maintenant, ça va être plus comment ça va s'organiser tactiquement pendant les playoffs. Mais l'attaque est trop au-dessus. Et je pense qu'il y a trop d'expérience, trop d'intelligence de jeu et trop d'envie pour ne pas faire un effort, on va dire, sur les séquences importantes en défense. Et, Donc moi, je pense que tu pas si inquiet que ça pour la défense des Nets en playoff. et je suis assez d'accord. Et puis surtout en playoff, il faut savoir que on a toujours dit que le jeu ralentissait en playoff, que ça passait beaucoup plus sur demi-terrain. Entre Kyrie, KD et Harden, on a pratiquement trois des meilleurs joueurs de la ligue en demi-terrain, en isolation, etc. Donc je pense qu'il n'y aura aucun souci pour l'attaque des Nets. Et je suis d'accord avec vous, en fait, l'écart entre l'attaque des Nets et les meilleures défenses de la ligue, quelle qu'elle soit, hein. L'écart est trop haut, l'attaque des Nets est trop au-dessus de tout ce qui se fait dans la ligue, en fait. C'est impressionnant. J'ai même pas de mots pour décrire cette attaque-là, tellement elle est impressionnante et facile en plus. C'est facile ce qu'ils font. Et puis on oublie même, parce que c'est normal, hein, on parle de trois immenses stars avec Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden, mais on oublie Joe Harris, qui est aujourd'hui sûrement le meilleur shooter à 3 points de la NBA. C'est lui qui a les meilleurs pourcentages, quelles que soient ses positions, quelle que soit l'adversité en face, il est toujours dans les meilleurs pourcentages de la ligue à 3 points. Donc c'est-à-dire qu'en plus de ça, si tu peux défendre sur ces trois-là, mais si tu as un Joe Harris qui est ouvert, cette saison, c'est tout le temps siloche. C'est-à-dire que c'est impossible aujourd'hui, limite, face à une équipe de défense sur les nets. Et je trouve que ton analyse est très bonne, Val, parce que je l'ai pas souvent entendu ce que tu dis, et je suis complètement d'accord avec toi. L'écart qu'il y a entre l'attaque des Nets et peut-être la meilleure défense de la ligue, et on peut l'apparenter à qui? Aux Clippers, aux Lakers? Bah, ça donne quoi? Ça a donné 3 victoires pour 0 défaite des Nets, en fait. Donc, le problème, c'est que à un moment, force est de constater qu'on aura beau rigoler, mais j'ai lu des 140 points concédés contre les Wizards ou contre les Cavs, mais enfin bon, soyons un peu sérieux. On sait très bien que les Nets, ils y vont les mains dans les poches, mais quand c'est un match sérieux, et c'est ce qu'on disait au début, c'est que lorsqu'ils jouent contre des équipes qui ont plus de 50%, bon bah les Nets ils passent au niveau supérieur et ils sont imbattables en fait. Et en tout cas sur cette première partie de saison régulière, c'est ce qu'on a vu. Donc je pense que cette équipe, pour moi personnellement, et je dis pas ça parce que je suis supporter des Nets, parce que c'est un simple constat. Comment je ne sais pas quelle équipe va pouvoir sortir cette équipe et faire concéder cette équipe 4 défaites. Quand tu as Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden, et tout le reste, hein, parce qu'on oublie quand même, c'est un débat sur Blake Griffin, mais tu as quand même Blake Griffin aussi en sortie de banc, tu as du Jeff Green, tu as Joe Harris. Bon, c'est inarrêtable, je trouve. En fait, il faut voir qui va être ajouté. Imagine, En plus, tu rajoutes un mec comme PJ Tucker, tu le fous au corner, c'est fatigant, hein. Franchement, c'est fatigant. Je suis fatigué, déjà. Justement, j'ai une question pour vous, du coup, Théo et Val. Théo, on sait que tu es plutôt du côté des Sixers, Joel Embiid, Ben Simmons, tout ça. Val, Piston. Moi, je suis en bas, t'inquiète. Non, mais voilà. La question que je me pose, surtout que je vous pose à vous deux et même aux autres fans de NBA en général, quand on voit une équipe comme ça se monter du côté des Nets, est-ce qu'on déteste Brooklyn? Est-ce qu'on respecte le travail de Sean Marks en se disant putain, incroyable ce qui a été fait et franchement, ça va être injouable? Ou est-ce qu'on se dit putain, ils sont en train de tricher, ils font un mode de touquet et ça sert à rien? Et au final, comment on voit un peu de l'extérieur parce qu'en tant que fan des Nets, personnellement, je ne peux que kiffer, surtout voilà, quand on sait d'où on vient depuis quelques saisons. On a connu des saisons à 20 victoires il y a 5 ans. On est parti très loin avec le trade avec Boston, etc. On revient de manière incroyable sur la scène médiatique en tout cas. Comment ça se voit de l'extérieur des autres fans NBA? Théo, toi, je sais pas, t'en penses quoi? Tu nous détestes ou pas? Ouais, moi, franchement, ouais, je vous déteste parce que quand je voyais Philly jouer cette année, je me suis dit, putain, enfin, ça joue, etc. Je me dis, putain, enfin, on va peut-être pouvoir montrer ce qu'on vaut, etc. Même si on perd en finale de con, c'est pas grave. Je me suis dit, on va enfin pouvoir montrer ce qu'on vaut et ce que vaut Embiid, etc. Et bon, bah, en face, il y a Sean Marks, il a dit,
Alors, respect pour tout le travail qu'il fait et tout le travail qui a été fait depuis qu'il est arrivé. Parce que lui, il est arrivé à un moment où tous les pics avaient été dilapidés pour Boston, où il est arrivé, il devait tout reconstruire avec rien. Et il l'a très bien fait, notamment l'année où vous allez en playoff avec D'Angelo Russell, etc. C'est une très belle saison pour vous, etc. Donc, respect à Sean Marks pour tout le travail qu'il a fait à Brooklyn depuis le début. Mais le mec, il est quand même rentré dans un mode My League. Il est sur 2K, tranquille. My GM. Hop là, je signe ce qu'il faut, ce que je veux, machin, etc. C'est presque insupportable. Après, à voir quel est le poste 5, comme l'a dit Val. Si vous commencez à aller chercher du PJ Tucker, etc., moi, je vais arrêter de regarder les nets. Ça va être vite vu. Hein. On se revoit la saison prochaine. Et puis voilà, hein, ça va être vite vu. Parce que si vous commencez à rajouter toutes les armes qui sont disponibles sur le marché, ça va être compliqué. T'en penses quoi, toi? Là, on nous dit, c'est fou ce qu'il nous dit, pas deux poids, deux mesures. Quand c'est LeBron, c'est un tricheur, mais quand c'est les autres, c'est magnifique. T'en penses quoi, toi? Tu nous détestes aussi ou ça va? On a besoin. Je pense que le mois de 14 ans, puceau, tu vois, t'aurais dit que je jouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est la logique de la NBA. Malheureusement, tu peux pas en vouloir déjà à Sean Marks, comme tu pouvais pas en vouloir à Bob Myers de faire leur taf. T'as un mec qui veut venir, bon bah ouais, Bob Myers, il a pris Durant à l'époque, et lui, il prend Sean Marks, tout ce qu'il a. Ça, il fait son taf, il a raison. Maintenant, ouais, c'est regrettable parce que je trouvais que la NBA post Warriors avait pris un tournant où chaque équipe avait un duo fort à un moment donné. Ouais. L'été de Kawhi, Paul George, Davis, LeBron, tout ça, c'était sympa. C'est dommage, on va dire que c'est dommage. Maintenant, on peut pas empêcher les joueurs de faire ce qu'ils veulent, fort heureusement. On est déjà dans une ligue où les joueurs ils sont assez emprisonnés. Et non, je pense que c'est la logique de la NBA qui est comme ça. Moi, ce qui me dérange le plus on va dire dans la NBA aujourd'hui, c'est pas les super teams, c'est l'hypocrisie qu'il y a de se dire que le salary cap équilibre les 30 équipes. Non, c'est faux. Moi, je supporte une équipe dont la ville est en train de s'écrouler, tu vois. Je vais pas avoir une super team demain, moi. Donc c'est cet éternel débat de petit marché, grand marché. Les gens ne veulent pas l'entendre. Ça, c'est un véritable débat. Oui, il y a des équipes quand tu es dans l'état de New York, l'état de Californie ou l'état de Floride, ouais, t'es avantagé parce que la vie là-bas est cool. Ça, c'est un vrai avantage que les gens ont tendance à oublier. Maintenant, les super teams, c'est les joueurs qui décident qui veulent une bague, ils acceptent de faire des efforts financiers parce que ça, on n'en parle pas. Alors ouais, on est en France, on n'aime pas parler d'argent, mais des mecs qui sont capables comme Montreal Harrell, qui sortait des énormes saisons aux Clippers, il aurait peut-être pu prendre 20-25 millions quelque part parce qu'il pouvait profiter de la hype. Finalement, il a pris un salaire qui vaut 2 fois, peut-être même 3 fois moins pour aller aux Lakers parce que voilà, il voulait jouer aux Lakers, il veut être back. C'est un geste aussi il choisit le sportif, tu vois. Il faut l'applaudir. Les gens, ils en parlent pas assez. Maintenant, voilà, moi, je peux pas détester Brooklyn parce que Sean Marks fait son taf et je peux pas détester des joueurs qui veulent jouer avec leurs potes ou avec une équipe sur le papier qui est forte parce que c'est comme ça que tu rentres dans l'histoire. Peut-être moi j'en parle parce que c'est un de mes joueurs préférés, mais peut-être que Draymond Green, un mec comme Draymond Green n'était pas tombé dans ce système-là collectif, peut-être qu'il aurait été qu'un role player lambda dans l'histoire de la NBA. Mais non, il est tombé dans cette équipe-là et voilà. Donc maintenant, oui, c'est dommage parce que ça arrive à Brooklyn et Brooklyn avait lancé un projet intéressant par la draft avec Kenny Atkinson, plein de petits gars comme Caris LeVert et tout que moi j'adorais. Ouais, c'est dommage de voir ce projet un petit peu se détruire, comme c'était dommage de voir Harrison Barnes, Bogut et tout partir au bout d'un moment. Mais la NBA est comme ça aujourd'hui et il faut savoir reconnaître les évolutions des ligues. Elle est faite comme ça. Mais oui, moi, ce qui m'agace le plus, c'est l'hypocrisie plutôt des petits grands marchés que les gens ne veulent pas reconnaître, qu'il y a évidemment un avantage pour certaines franchises. Ça, c'est évident. Mais ça, c'est un autre débat. Ne dis pas trop fort, Val, on va avoir des problèmes après. Parler de tu vas en venir. Juste Val, petite question. Winston disait que il allait regarder les Nets et qu'il allait soutenir les Nets. T'es pareil. On a Bruce Brown et Blake Griffin. Ça te suffit ou pas pour supporter les Nets? Je n'utiliserai jamais le mot supporter. Moi, j'aime la défaite. Je suis un loser. Je suis des losers. J'aurais tenté. Non, mais évidemment, arriver en playoff, t'as des attaches pour certaines équipes. Et moi, généralement, chaque année, mes attaches vont vers l'équipe qui a le plus de joueurs que j'apprécie. Donc forcément, aujourd'hui, les Nets, c'est quand même costaud avec mon petit Bruce Brown et Griffin. Et là, il suffit juste que le buyout de Drummond se termine à Brooklyn. Et là, je peux te promettre que là, je vais te suivre en Y. Je t'envoie un maillot, t'inquiète. Je t'achète le maillot moi-même de Brooklyn, t'inquiète pas.
Toi, Jo, vite fait sur cette question-là, est-ce que tu accueilles d'un bon œil aussi cette arrivée? Est-ce que tu te dis pas aussi, putain, merde, on a encore un peu triché, un peu pipé les dés pour les Nets, ou au contraire, tu te dis, bon, c'est le moment, c'est l'année ou jamais d'aller chercher aussi un titre avec Griffin qui arrive, on le sait, on a parlé des grandes stars, Durant, Irving, Harden, voire Jordan dans une moindre mesure, mais en tout cas, c'est un gros nom. Là, on a Blake Griffin qui arrive. Est-ce que pour revenir un peu à ce qu'on disait au début, c'est comme une arrivée positive pour les Nets? Tu le vois d'un bon œil, Ouais, toi? ouais, ben moi, moi j'étais à contre-pied total, généralement, sur les derniers mouvements de ces dernières semaines, dernières années des Nets, derniers mois même plutôt, parce que moi je suis supporter depuis le New Jersey, donc tu vois, pour le coup, donc on peut pas dire que je suis un arriviste ou autre, mais je pense que là les Nets, on se rend pas compte, mais ils vivent peut-être une des périodes les plus phares de leur histoire. Les Nets sont pas les Lakers, sont pas les Knicks, sont même pas les Pistons, des franchises comme ça. C'est une petite franchise qui n'a pas une immense histoire. On a surtout une histoire en ABA, mais en NBA, notre histoire, elle n'est pas exceptionnelle. On a été 2 fois en finale, mais c'est tout. Tu vois déjà que James Harden, c'est le deuxième joueur qui a réalisé le plus de triple-double dans notre histoire, alors qu'il est là depuis 1 mois et demi ou 2 mois. Donc, tu vois, c'est dire à quel point on a une petite histoire. Et me dire que, bah, moi, j'adorais que, par exemple, Caris LeVert, Jarrett Allen, tu vois, c'était sympa, D'Angelo Russell. Mais bon, mais c'est sympa pour aller maxi. Le plafond, c'est quoi? Une demi-finale de conf. Là, là, à chaque nouveau nom qui arrive, je me dis putain, mais c'est incroyable quoi. C'est-à-dire que genre on est une petite franchise de base et tout, et tu te ramènes avec Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden. Là, on te ramène Blake Griffin. Et même si on a un peu bazardé des tours, des pics de draft, on a bazardé quelques joueurs qu'on aimait bien, tu vois, mais dans le fond, je me dis que les Lakers, ils ont aussi bazardé leurs jeunes, bazardé leur tour de draft jusqu'en 2025, et regarde ce que ça leur a amené, une bague. Bah, moi, dans le fond, si on fait pareil et qu'on arrive à avoir cette première bague dans notre histoire, bah, moi je dis bravo Sean Marks et je l'applaudis. Parce que aller chercher des joueurs comme ça pour notre franchise, on est, encore une fois, je le dis, on n'est pas les Lakers. Aller ramener 2 MVP de saison régulière, un champion comme Kyrie Irving et 2 MVP de finale, un mec qui a 2 MVP des finales comme Kevin Durant et qui fait partie du top 15 des meilleurs joueurs de l'histoire. Ah, c'est un rêve. Franchement, c'est un rêve ce qu'on est en train de vivre. Et je pense que pour tous supporters des Nets, parce que j'en parle à certains supporters qui sont encore un peu grognons, tu vois, de tout ce qui se passe, quoi, tu vois, genre de tous ces mouvements, en regrettant Kenny Atkinson et tout. Je dis, mais putain, mais les mecs, mais profitez, quoi. Profitez parce que ce qu'on vit là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de franchises qui ont pu le vivre et que ça arrive à nous, limite. C'est presque comme si on avait gagné au loto. Et donc, il faut kiffer, quoi, et en espérant que ça nous amène à une bague, bien sûr. Et Ouais, moi je comprends. ouais, Val. Ouais, moi je dis, je comprends totalement son discours et on peut voir même les exemples récents. Moi, je sais que cet exemple-là, je l'ai eu lors du trade de Griffin quand il est arrivé à Détroit, sous prétexte qu'avoir une star, ça ressemble pas à Détroit, etc. Mais c'est une prise de risque. Et encore aujourd'hui, malgré l'échec du projet, je regrette rien du tout parce que quand t'es les Pistons, par exemple, tu te dois, quand t'as l'occasion de sauter sur un Blake Griffin, tu le prends quand t'es Détroit, tu vois. Et Étienne, je crois qu'Étienne de Raptors France est dans les commentaires, je l'ai vu. Mais quand je vois aujourd'hui là, tous les fans de certaines franchises qui disent oh non, moi je veux pas Harden, tu peux pas dire non à un Harden, tu vois. Et je te Ouais. regarde droit dans les yeux, il dit tu peux pas dire non à Harden. Et, Non, mais Etienne, il s'amuse à ressortir des tweets de certains fans des Raptors qui voulaient pas de Harden parce que oh, faut pas se débarrasser de OG Anunoby ou un truc comme ça. Ça fait penser un peu aux fans de Boston. Les fans de Boston, là, par exemple, moi, j'en ai eu j'ai des spécimens. Ils veulent Jeremy Grant, mais par contre, il faut pas trader Romeo Langford. Vas-y, mon frère, ça va, tu vois. Danny Ainge, il veut prendre tous les joueurs sans échanger leurs joueurs. C'est pas possible. Ça, Il y c'est a des choses incroyable. comme ça. Quand sur le papier, tu peux faire une équipe comme Brooklyn actuellement, bah, il faut foncer. Bah, si c'est un échec, ça sera un échec. et, C'est possible aussi. On en a eu des échecs avec des stars. Maintenant, il faut cadrer ça du mieux que vous pouvez et ça sera forcément une récompense assez haute parce qu'il y a quand même des équipes qui voudra faire tomber comme Philly, comme les Lakers, pour citer que. C'est des grosses écuries qui sont aussi très bien construites, qui se connaissent en plus déjà depuis plus longtemps que Brooklyn. Donc il va avoir un challenge. Hein. Brooklyn ne va pas rouler les yeux fermés. Mais en tout cas, l'adversité de la NBA, on va dire du panier haut de la NBA,
est vraiment intéressante et c'est assez logique. On voit l'écart qu'il y a avec les équipes middle ou bas. Ça implique qu'en haut, c'est du très haut niveau. Et si on aime le basket, ça sera intéressant de voir la concurrence en haut. Et pour vous répondre, messieurs, quand même, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous dites. Et c'est vrai que j'ai été le premier, et je m'en cache pas du tout, hein, à critiquer l'arrivée de James Harden à Brooklyn. Parce que tu l'as dit, Jo, en fait, je suis un romantique des Nets et de tout ce que Sean Marks avait construit avec Kenny Atkinson, Joe Harris, Jarrett Allen, Caris LeVert, Dinwiddie, etc. Et c'est vrai que dans ce côté un petit peu romantique du basket, etc., ça fait toujours mal de voir arriver quelqu'un qu'on n'aime pas forcément. Après, quand on réfléchit une seconde et qu'on se pose, c'est vrai que comment on peut refuser de prendre ce pari-là, comment on peut refuser de voir James Harden arriver avec tout ce qu'il sait faire, etc. Je l'attends au tournant et je serai le premier à le critiquer si ça ne marche pas, mais je suis obligé de reconnaître que pour l'instant, ce qu'il fait, c'est bien du côté de Brooklyn et qu'effectivement, l'objectif d'une franchise, c'est de récupérer des fans, mais c'est surtout d'aller chercher des bagues, d'aller chercher des titres, d'aller chercher un palmarès. Et ça, avec Jarrett Allen, avec Caris LeVert, etc., c'était peut-être plus difficile et plus limité. Donc, je comprends entièrement ce qu'a fait Sean Marks. Et donc, c'est vrai que c'est une bonne chose pour les Nets de voir arriver des joueurs comme ça, et comme Blake Griffin aussi. Je vois dans les commentaires, vous dites que si jamais ça ne marche pas, ce sera un flop all-time. Effectivement, si les Nets ne réussissent pas, ça va être perçu comme un gros échec, mais en même temps, quand on voit ce qu'il y a aussi de l'adversité, aller chercher un mec comme LeBron James, etc., bah, faut être armé. Si tu peux avoir autant de munitions, etc., faut pas s'en priver. Et je pense que Sean Marks l'a très bien compris. Petite question quand même, histoire ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Qui peut aller chercher les Nets d'un point de vue, alors vous l'avez dit peut-être à l'Est, Théo, pour toi il n'y a que les Sixers qui peuvent le faire, je sais pas, Boston non, Milwaukee non. Alors Boston, j'attends vraiment de voir leur deuxième partie de saison parce que sur leur première partie de saison, je suis même pas sûr qu'ils soient capables d'aller chercher les Pacers, tu vois. Donc à voir vraiment avec les Celtics parce que va falloir que ça soit largement mieux que ça. Les Bucks, c'est un peu pareil pour l'instant. Les Bucks, c'est tout nouveau maintenant avec l'arrivée de Jrue Holiday. C'est un nouveau cursus qui s'est enclenché, un nouveau truc qui s'est enclenché. Pour l'instant, c'est pas encore parfait. Après, pareil, à voir sur la deuxième partie de saison. Pour l'instant, je pense que nous, on est les plus préparés, les mieux armés. Quand je dis nous, c'est Philly. Philly sont les plus préparés, les mieux armés pour affronter les Nets. Aussi parce que chez les Nets, ils auront faire ce qu'ils veulent. Embiid, s'il a envie de leur mettre 50 points sur la gueule, il leur mettra 50 points sur la gueule. Mais ça reste quand même très compliqué. Je pense que à l'Est, pour moi, l'équipe la mieux armée pour affronter Brooklyn, elle est à l'Ouest. Hein. Et c'est les Lakers. À part les Lakers, j'ai du mal à avoir une équipe vraiment. Et encore, les Lakers, ça risque d'être compliqué s'ils n'amènent pas 2-3 petites touches qui peuvent leur sauver leur saison. Mais pour moi, les Lakers, c'est les mieux armés. Ils ont compris qu'ils ont les défenseurs extérieurs, même si c'est pas élite, ils ont les défenseurs extérieurs comme les Wes Matthews, etc. Ces mecs-là envoyés en mission qui sont là juste pour pas prendre un shoot et juste défendre le mieux possible. Garder Harden à 35 points et 10 passes max, ça va être ça la mission. Mais voilà, après, pour moi, c'est les Lakers les mieux armés pour battre les Nets aujourd'hui. Etienne de Raptors France qui nous dit en majuscule les Raptors. Bon, voilà. C'est juste pour faire rire un petit peu tout le monde. Etienne, on te passe le bonjour. Jo, on sait que tu aimes bien aussi cette franchise qui joue en jaune et bleu du côté de Los Angeles. Ouais. Pour toi, ça va, franchement, niveau fan, t'es sûr d'avoir un titre à la fin de la saison. Est-ce que tu penses que c'est les mieux armés de la NBA pour aller les chercher ou est-ce qu'à l'Ouest aussi, je sais pas, les Clippers, les Suns, le Jazz, est-ce que Moi, je précise avant, hein, quand même. Je suis fan des Nets depuis, donc j'avais dit, période New Jersey, et les Lakers, c'est parce que c'est Kobe qui m'a fait aimer le basket. Donc, il y a 5 ans, quand je disais que j'étais fan des Lakers et des Nets, tout le monde me regardait en disant, putain, mon pauvre, quoi, tu vois. Donc là, j'ai l'impression, comme je disais tout à l'heure, d'avoir gagné au loto 2 fois. Donc, ouais, pour moi, à l'Est, il y a peut-être les Sixers qui peuvent effectivement contrarier les Nets. Ouais, c'est parce que c'est surtout la menace Embiid.
Mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement, je pense que la menace, elle est plus à l'ouest. Et je vois plus les Lakers. Peut-être aussi les Clippers, parce que les Clippers, je trouve qu'ils ont une belle équipe quand même cette année, très sous-cotée. Ils ont une belle équipe, mais les Lakers, parce qu'il y a aussi ce côté champion, quoi. Ils ont l'expérience de remporter une bague et ils ont surtout LeBron James, qui fait partie des meilleurs sportifs de l'histoire. Donc ce mec-là, va falloir aussi sortir il va falloir qu'il concède 4 défaites. Ça aussi, ça va être compliqué à effectuer, de faire subir 4 défaites à LeBron James. Maintenant, il faut voir. Mais ce qui est sûr, c'est que les Nets, oui, ils sont plus des contenders là. Ils font partie clairement des favoris de la NBA. Et il n'y a pas de honte à le dire. Et ça fait du bien après Oh oui. tant d'années de galère. Vite fait pour terminer tout ça, on a pas mal parlé de Blake Griffin, des Nets, etc. L'autre conséquence de l'arrivée de Blake Griffin aux Nets, c'est qu'il n'est plus à Détroit. Val, je me tourne vers toi vite fait pour avoir un peu ton avis du côté de Détroit. À quoi ça va ressembler maintenant? On a parlé de Brooklyn, on voit à peu près ce qui va se passer. On va aller chercher un titre, on va aller chercher de la hype, etc. À Détroit, comment ça se passe maintenant? Drummond est parti, il restait Blake Griffin. Griffin est parti, Bruce Brown est parti. Alors voilà, comment ça se passe maintenant du côté de Tout Détroit? est fait, tu donnes pas pour me rappeler tout ça. Non, mais blague à part, effectivement, bah oui, c'est la fin d'une page assez triste des fois. La bonne nouvelle, c'est que le général manager des Pistons, Troy Weaver, donc, qui a été le bras droit de Sam Presti lors de ces 10 dernières années, veut reconstruire, mais veut vraiment reconstruire. Là, à Détroit, on n'a jamais eu une reconstruction à ce point-là. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs pour le moment. Tous les paris ou presque sont réussis, à part effectivement le trade de Bruce Brown qu'on a encore du mal un peu à comprendre. Parce que il rentrait finalement bien dans le projet et surtout il y a un profil de jeu et un statut qui ressemble à ce qu'il a fait. Donc c'est vrai que c'est un peu étrange, mais à côté il y a le pari Jeremy Grant qui fonctionne très très bien. Je pense que personne n'avait vu venir ça et c'est une bonne chose. Après il a signé pas mal de joueurs pour pouvoir les rééchanger. Mason Plumlee à 8 millions qui réalise quand même une très solide saison. Et je pense même qu'il y a moyen que Mason Plumlee à 8 millions la saison, je pense qu'à la deadline, ça peut bouger, ça. Delon Wright aussi, je pense que ça peut bouger à la deadline. Wayne Ellington aussi, qui réalise une grosse saison à 3 points, presque 45% de réussite de loin. Ça peut intéresser des contenders. Et d'ailleurs, toutes les équipes, c'est marrant parce que on retourne au même endroit, mais tous les concurrents de Brooklyn qu'on a dit tout à l'heure, j'aimerais bien voir ce que Philadelphie va proposer, mais il y a moyen que Philadelphie, si tu rajoutes un Delon Wright ou un Wayne Ellington, ça peut vraiment apporter un petit engrenage en plus dans leur collectif. Pareil pour Milwaukee, pareil pour les Clippers, tout ce genre d'équipe-là. Ils se renforcent avec des mecs comme Delon Wright, ça peut vraiment être intéressant. Et du côté de Détroit, on continue la jeunesse. Kylian Hayes va revenir dans à peu près 2 semaines à peu près. Il y a Saddiq Bey qui fait une très grosse saison. Isaiah Stewart, pareil. Dennis Smith Jr. reprend confiance, c'est plutôt pas mal depuis son trade. Et maintenant c'est la mission draft 2021, draft 2022 qui sont les deux QV annoncés comme étant très bonnes. Donc on va essayer d'avoir un Cat Cunningham ou quelque chose comme ça. Donc voilà, maintenant c'est une reconstruction avec des mecs qui se battent tous les soirs et il y a eu très peu de matchs, on a pris très peu de larges défaites. Chaque fois c'était assez serré. On a réussi à battre Philly, on a réussi à battre Brooklyn d'ailleurs. Donc, on arrive à battre des grosses écuries. Donc non, franchement, la saison elle est plutôt pas mal. Et au moins, j'ai envie de dire que c'est reposant parce que moi, je me suis tapé 10 saisons à chaque fois, on me dit la 7e et 8e place pour une déception. Là, je visais rien et on joue plutôt bien. Il y a des joueurs qui se montrent. Donc ouais, c'est une saison sympa. Maintenant, on va prier pour que la loterie nous donne le numéro 1, quoi. Et puis voilà. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite et c'est tout ce qu'on souhaite, mon cher Val. Et juste, je précise aussi l'important que le buyout de Blake Griffin, il a fait une croix sur 13,3 millions et comme on n'a pas étalé le salaire, il sortira du cap en 2022. Donc finalement, ça change pas grand-chose pour nous pour le court terme. Donc c'est une bonne chose. Et ouais, tu m'as dit que ça, c'est 32 millions cette saison et 29 la saison prochaine pour Blake Griffin. Voilà, messieurs, pour ce tour un petit peu des Nets, de Blake Griffin qui vient d'arriver à Brooklyn, qui est donc parti de Détroit.
On a parlé de son arrivée, de son jeu, de sa blessure et un petit peu voilà, des chances maintenant qu'avait Brooklyn en termes de win pour aller chercher la bague cette saison. Peut-être un dernier mot, les gars. Théo, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant de se quitter? Embiid MVP. Très bien, j'aurais pas dû te donner la part. Ah, c'est pas qu'à chercher. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Jo, un dernier mot peut-être avant de se quitter. Harden MVP est sous-coté. Il sera pas MVP. Val, un dernier mot. Isaiah Thomas sous-côté. Si vous en avez dans les coms, n'hésitez pas. Je vois que on nous dit Lillard MVP. On oublie aussi, voilà, la dernière super team à Brooklyn, c'était Pierce, Garnett et Allen. Ça a mal fini. On est quand même sur des joueurs qui ont moins de 35 ans. Voilà. Ouais, ils n'avaient pas le même âge à l'époque, les mecs. Hein. Tout simplement. Mais c'est vrai que, bon, effectivement, d'un point de vue flop, Brooklyn, on s'y connaît un petit peu. Et Blake Griffin, niveau pas de chat, avec DeAndre Jordan aussi, ils connaissent. Donc voilà, je rappelle quand même l'équipe des Nets avec l'arrivée de Blake Griffin. Le roster pour l'instant, on a du James Harden au poste 1, on a du James Harden, Bruce Brown, même si, comme je l'ai dit, il joue plus comme un pivot que comme un meneur de jeu. Donc James Harden, Bruce Brown, Tyler Johnson, Spencer Dinwiddie qui est toujours là mais blessé, Kyrie Irving qui a du coup laissé sa place au poste 1 pour jouer arrière avec Joe Harris, Landry Shamet, Kevin Durant, Timothée Luwawu-Cabarrot, le français du coup qui est là et qui a ses minutes aussi. Blake Griffin qui intègre du coup cette équipe, accompagné à l'intérieur de Jeff Green, Nicolas Claxton, que j'adore, je précise, DeAndre Jordan et Reggie Perry. Voilà pour le roster des Nets pour l'instant. Je ne sais pas si on a gardé du coup Shumpert ou pas, s'il est toujours là. Les contrats, ils sont pas prolongés encore. C'était la fin de ces 10 jours et ils ont la possibilité de les prolonger là. Mais pour le moment, ils sont plus sous contrat. Mais je pense effectivement, tu l'as dit, ouais, ça va pas mal bouger. En tout cas, les gars, merci beaucoup pour ce live. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire voilà, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette arrivée de Blake Griffin. Salut aux copains de Sacto France aussi qui sont là. Je sais pas, ça doit être Adam qui doit être là. Voilà, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux de Timeout on air sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram aussi. Le replay sera dispo partout sur toutes les plateformes. Et voilà, pour ceux qui arrivent en retard un petit peu, qu'est-ce que les gars de Sacto, voilà, ça sera dispo sur toutes les plateformes et sur YouTube aussi. Vous pouvez retrouver Théo du coup dans notre cher podcast chaque semaine, même si ça tourne un petit peu. Et sur Sacramento Kings. Voilà. Les profils de draft en ce moment, on est full entier à Sacramento comme à Détroit. Donc je réalise quelques profils de draft pour Sacramento. Et tu fais bien de le mentionner, Théo, sur Sacto FR. Val, on peut te retrouver où toi sur les réseaux? Pareil, hein, toujours, sur Twitter, sur le site de Piston Phone, sur Facebook, sur Insta. Un peu partout. Partout, ça fait plaisir. Et Jo, si on a envie d'écouter tes podcasts, c'est le moment promo. Exactement, les podcasts, les GM avec mon compère Robin, qui est fan aussi des Sixers. Donc on se tire la bourre en ce moment, donc c'est plutôt cool. Voilà, on est sur Apple Podcasts, Spotify et sur Twitter, les GM. Voilà, c'est très facile à nous suivre et on déconne beaucoup et on essaie d'avoir quelques avis un peu pertinents sur le basket, tout en rigolant. Donc n'hésitez pas à venir, on parle de toutes les franchises. Et c'est important d'avoir un petit avis pertinent un peu. Ça arrive. Ouais. N'hésitez pas à aller écouter ça du côté des GM, le podcast. Les gars, merci beaucoup encore une fois. 1 heure tout pile pour ce live. On est pas mal. D'habitude, on dépasse un petit peu avec Time Out à chaque fois. Donc tant mieux. Et puis, rendez-vous pendant les playoffs, messieurs. Non. Pas pour tout. Rendez-vous à la fin, alors. Bonnes vacances. Et merci beaucoup en tout cas, les gars. Passez une bonne soirée. À bientôt sur les réseaux. Et ciao. Bye. Ciao. Salut.